Merci d'avoir accepté notre invitation. Un grand plaisir. Je ne peux pas aujourd'hui ne pas vous demander votre réaction sur ce qui s'est passé à Bruxelles ce matin. D'abord une réaction de grande tristesse parce qu'on a le sentiment de revoir toujours les mêmes images, de revoir toujours cette même terreur, cette même souffrance, ces morts, ces blessés, leurs familles. Enfin, on est évidemment de tout cœur avec eux. Et puis on ressent, comme j'ai ressenti au moment des attentats du Bataclan, une colère sourde quand même, parce que on a le sentiment que tout n'est pas fait pour empêcher ces drames, et que la classe politique semble considérer comme une forme de fatalité le fait que nous allons vivre comme ça, d'attentat en attentat. C'était les déclarations de M. Valls, en disant la jeunesse doit s'habituer à vivre avec le terrorisme. Bon, je trouve que c'est une déclaration ahurissante. Et bon, voilà ce sentiment qui m'étreint ce matin. On va un peu focuser sur les Français du Québec. Hier soir, gros meeting à Montréal, près de 150 personnes. Moi, je suis un petit peu étonnée parce que pourquoi vous ne présentez pas de liste consulaire? Pourquoi vous n'avez que 3 conseillers consulaires dans le monde? Mais vous avez raison, parce que c'est un défaut d'organisation de notre part, disons les choses clairement. Nous avons depuis un certain nombre de mois un Denis Franciscain qui est un garçon remarquable, un jeune qui va beaucoup s'investir, qui s'est déjà beaucoup investi, qui va beaucoup s'investir pour organiser cette circonscription Amérique du Nord, auquel participe le Canada, et je suis très heureuse. Mais parfois il faut trouver la bonne personne, et nous l'avons trouvé, nous sommes contents, mais c'est vrai qu'on a pris pas mal de retard dans cette organisation des circonscriptions des Français de l'étranger. Donc c'est votre prochain marché? Oui, enfin, je n'aime pas trop ce terme de marché, mais disons qu'il n'est pas possible de ne pas faire un effort de professionnalisation dans cette voie aussi, et donc nous la menons. Nous avons, en tant que Français de l'étranger, 12 sénateurs, 11 députés. Est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup, c'est pas assez? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez remettre en cause si vous étiez à l'Élysée? Oui, je n'ai pas réfléchi de très près au nombre de députés. De manière générale, si vous voulez, j'ai l'impression qu'en France, nous avons un peu trop d'élus et qu'on pourrait probablement, avec des listes proportionnelles, essayer de réduire un peu ce poste de dépenses. Mais il faut savoir pourquoi il y en a autant. Il y en a autant parce qu'en réalité, certains, pour des raisons électoralistes, avaient fait leurs petits calculs et s'étaient aperçus qu'il était utile de développer leur nombre. Je crois que ce n'est pas le nombre qui est important, c'est leur efficacité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Frédéric Lefebvre est le député de la première circonscription. Est-ce que vous suivez son action? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne suis pas beaucoup son action. Je connais Frédéric Lefebvre parce qu'il est un adversaire politique qui a eu des responsabilités par le passé, qui, je crois, je considère qu'il a une vision qui est une vision souvent de défense des intérêts particuliers ou même d'intérêts privés. Or, je crois qu'il y a quand même un phénomène de défense de l'intérêt général et on ne peut pas dire que d'ailleurs ça lui est réservé exclusivement, qui est bien souvent oublié par une grande partie de la classe politique française. Ici au Québec et au Canada, on est beaucoup ici à être des binationaux. On a entendu certaines déclarations de votre part. Est-ce que ça pourrait être mis en cause pour nous? Oui, ça pourrait être mis en cause. Nous sommes, c'est vrai, par principe opposés à la double nationalité. Nous avons d'ailleurs envisagé de faire une exception pour les pays européens, mais c'est vrai que nous sommes opposés à cette double nationalité, donc nous le disons clairement, nous pensons qu'on ne peut avoir en réalité qu'une nationalité, ce qui d'ailleurs n'interdit pas en revanche d'être étranger, d'être dans un pays, d'y rester 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, de s'y marier, d'y avoir des enfants, etc. Mais cette capacité de la double nationalité pose plus de problèmes évidemment aujourd'hui qu'elle n'apporte de bienfaits. Alors on a parlé des frais de scolarité, vous vous êtes exprimé sur le sujet. Est-ce que vous pensez que François Hollande a sacrifié les étudiants français sur l'autel de la relation franco-québécoise? Et comment vous la jugez, cette relation? Oui, je suis vraiment, j'ai été vraiment très choquée de voir cette décision être prise d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, honnêtement. Parce que d'abord elle était vieille de 30 ans, que tout le monde y était évidemment favorable,
qu'elle permettait, enfin j'entends beaucoup la classe politique québécoise dire qu'ils sont pour le développement de la francophonie, et là, honnêtement, on a le sentiment que la décision qui a été prise vise très clairement à mettre un coup d'arrêt au développement et au renforcement de la francophonie. Donc je pense que c'est une très mauvaise décision. J'ai quand même le sentiment, si vous voulez, qu'il y a un recul de l'investissement dans la relation franco-québécoise au bénéfice bien du monde anglo-saxon, disons-le. Hein. Moi, je plaide pour une francophonie renforcée. Je pense que la francophonie est un atout absolument gigantesque qui aujourd'hui est considéré d'une manière presque folklorique. Ah bah tiens, il y a la francophonie, alors il y a l'Organisation internationale de la francophonie, ce que j'appelle la francophonie institutionnelle, à qui on accorde un budget qui est dérisoire, hein, très entre nous, compte tenu des enjeux justement qui existent. Enjeux qui ne sont pas uniquement linguistiques, ne sont pas seulement historiques, ce sont des enjeux qui sont aussi économiques et dont on parle en fait assez peu. Donc relancer une francophonie moderne, dynamique, c'est un vrai sujet sur lequel il faut travailler. Et pour l'instant, ce que je vois, c'est le français qui recule. Ce sont les relations qui se distendent. Et tout ça ne peut que pousser à l'inquiétude. Alors il y a quand même beaucoup d'étudiants français ici, beaucoup de Français, 100 000 Français, 12 000 étudiants. Qu'est-ce qu'ils ont à apporter, ces Français expatriés, à la France? Justement, c'est ce que je vous disais, je pense qu'au travers de la langue, c'est pas seulement, comme je disais hier, un moyen de communiquer. La langue, c'est un vecteur d'abord culturel. Ces relations culturelles franco-québécoises et même francophones, elles devraient être beaucoup plus importantes qu'elles ne sont. Il devrait y avoir des accords dans les industries artistiques, le disque, le cinéma, les livres, tout ça n'existe pas. Sur le plan économique, il devrait y avoir un forum franco-québécois des affaires, ça n'existe pas. Donc, je veux dire, tout est à construire. Et au travers de la langue, c'est un modèle aussi, un modèle, une vision de la société, un modèle de vie, un modèle économique que portent les Français. Et je pense que, vous voyez, c'est aussi pour ça qu'on sent des différences entre le Québec et parfois le Canada dans son ensemble. C'est il y a en fait une confrontation des modèles, il faut dire les choses. Il y a un modèle anglo-saxon qui se confronte à un modèle d'inspiration française. Et tous ces sujets-là font débat. La laïcité, c'est vraiment une vision de la société qui est inclue dans le modèle d'inspiration française et qui s'oppose radicalement au modèle communautariste anglo-saxon. Donc la violence, d'ailleurs, autour de la charte de la laïcité, à mon avis, n'était pas tant liée au contenu de cette charte qu'à ce combat de modèles. En matière de fiscalité, en fait, les Français de l'étranger sont imposés à la CGCRDS depuis 2012 par François Hollande sur le revenu immobilier au nom de l'égalité entre tous. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce qu'ils devraient contribuer à l'effort national, comme on nous dit? Oui, moi je suis pas obligatoirement contre. Est-ce que c'est sous cette forme-là? Probablement pas. Mais oui, ne serait-ce que parce qu'ils continuent à construire leur propre pays. Si vous voulez, je pense que je ne suis pas sûr qu'il faille à tout prix. Oh, je sais, bien sûr, on n'est jamais content de payer une forme d'impôt, même si cet impôt est symbolique. Mais moi, je crois au symbole. Et je crois que les Français restent Français, qu'on n'emporte pas la patrie à la semelle de ses chaussures, et que quelque part, on continue à construire le pays qui est le sien, même quand on est à l'étranger, même si on y passe 20 ans, 30 ans, 40 ans. Que d'ailleurs, je connais beaucoup d'étrangers, vous le savez bien, qui lorsqu'ils ont une difficulté, un problème de santé lourd, eh bien la première chose qu'ils font, c'est de rentrer dans leur propre pays, souvent parce qu'ils y ont de la famille, mais aussi parce qu'ils savent qu'ils seront pris en charge, pas seulement sur le plan pécunier, hein, mais ils vont être pris en charge par leur communauté nationale. Voilà. J'ai lu également dans une lettre que vous adressez aux Français de l'étranger que vous souhaitez qu'ils bénéficient des prestations sociales. Est-ce à dire qu'un jour, on pourrait tous avoir la carte vitale? Et pourquoi pas? Je suis désolé de dire qu'on met en place aujourd'hui l'aide médicale d'État pour des clandestins, des gens qui sont venus en France sans nous demander notre avis et qui s'y maintiennent sans notre autorisation. Ceux-là, l'intégralité de leurs soins sont pris en charge, plus encore que ne le sont ceux des Français qui pourtant cotisent. Donc il me paraît absolument normal que dans ce domaine, comme dans d'autres d'ailleurs, il y ait une forme de priorité qui soit accordée aux Français.
y compris qui vivent à l'étranger. Au niveau politique, vous avez également doublé vos voix ici, puisque aux européennes, vous avez fait presque 15% à Québec. Pourquoi ils votent pour vous, les gens ici, à votre avis? Je pense qu'ils votent pour nous parce qu'une partie d'entre eux sont partis précisément parce que la France ne ressemblait plus à ce qu'ils espéraient. Vous croyez à l'exode des jeunes? Oui, mais je crois qu'il y a deux phénomènes différents. Il y a un exode des jeunes, c'est une certitude. Et ils partent parce qu'il y a un chômage de masse, parce qu'ils n'arrivent plus à entrevoir l'avenir que leur propose leur propre pays. Et puis il y a un exode de Français qui ne reconnaissent plus la France et qui fuient. Ils fuient l'insécurité, ils fuient l'immigration massive, ils fuient un pays qu'ils ne reconnaissent pas, dans lequel ils ne se sentent plus à l'aise, ils fuient l'écrasement fiscal aussi qu'ils subissent. Vous voyez, donc je ne suis pas particulièrement étonné, si vous voulez, de retrouver à l'étranger des Français qui espèrent un changement radical dans la politique qui est menée en France. Alors, depuis votre arrivée, vous n'avez pas fait beaucoup de recettes auprès des élus canadiens. Est-ce que vous avez cherché à contacter les élus consulaires ou est-ce que vous avez eu des contacts avec le consulat de France? On a été en contact avec le consulat de France, ne serait-ce que pour l'informer de notre visite. Non, je n'ai pas cherché à voir la classe politique canadienne et québécoise. Très honnêtement, je ne traverse pas l'Atlantique pour rencontrer exactement les mêmes que ceux que j'ai quittés en France. Parce que au moins pour qu'ils vous tiennent au courant des problèmes. J'ai pas besoin je pense que les classes politiques, et celle-là aussi, est assez déconnectée en réalité des préoccupations des gens. Moi, je préfère aller directement au contact des Québécois, je préfère leur parler d'ailleurs directement. Je n'ai pas besoin de l'entremise d'élus qui vont me dire quoi, ce que j'ai le droit de dire, comment je dois le dire. Non, ce n'est pas du tout ce que j'envisage d'un déplacement et ce que j'attends d'un déplacement. Je suis venu, j'ai parlé, je semble avoir beaucoup dérangé d'ailleurs. On a l'impression que tout ça s'est enfui comme une volée de moineaux. Je veux dire, on m'a interrogé en me disant mais pourquoi est-ce que la classe politique que je n'ai pas sollicitée s'est précipitée pour dire qu'elle ne voulait pas me rencontrer alors que je leur avais pas demandé, je n'avais pas demandé à les rencontrer. Je leur ai dit je pense que je suis leur mauvaise conscience en fait. Pour une partie d'entre eux, je suis le Jiminy Cricket qui peut-être met un peu le doigt sur leur tabou, sur une partie de leur renoncement, de leur petite lâcheté, etc. Et j'ai le sentiment qu'on ne veut pas beaucoup me voir, mais en tout cas qu'on m'aura beaucoup entendu pendant ce voyage. Est-ce que vous aurez une liste du Front National pour les prochaines élections consulaires en Amérique du Nord? Oui, des listes? Oui, je le souhaite et nous y travaillons, bien sûr. Nous sommes un grand mouvement politique, le premier parti de France. Nous devons avoir à l'étranger une structure qui corresponde à cette confiance que nous font les Français. Donc avant les élections consulaires, il y aura les présidentielles. Pourquoi les Français du Québec et du Canada devraient voter pour vous? Parce que je pense qu'ils sont conscients que dans l'intégralité des domaines, l'UMP et le PS ont échoué. Voilà, il n'y a pas un seul domaine où qu'on se tourne qui ne soit pas en défaillance ou en déficit total. Le budget, l'économie, les entreprises, l'école, la santé, l'immigration, la sécurité, la politique internationale. Je veux dire, tout est une succession d'erreurs grossières qui ont eu des conséquences et qui ont des conséquences qui sont extrêmement lourdes. Oui, mais ça n'est pas une fatalité. Et ici, concrètement, au Québec, oui, mais concrètement, qu'est-ce que vous allez leur apporter? Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je ne pense pas que la politique, ça consiste, en tout cas, je lutte contre ça, à regarder quel est mon intérêt. Voilà. Ça n'est pas la vision que j'ai de la nation. Au-delà de quel est mon intérêt, quel est l'intérêt de mon pays et quel est l'intérêt de mon peuple. Voilà. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont faire la tournée des popotes pour aller vendre au boucher charcutier un petit avantage, aux Français d'étranger un petit avantage. Ça s'appelle du clientélisme. Je vomis cette manière de faire. Voilà. Moi, je défends l'intérêt général. Je pense que tous les Français ont un attachement viscéral à leur pays, au pays aussi de leurs enfants, de leurs parents, et que par conséquent, c'est l'intérêt général qui doit compter. Maintenant, cet arrimage, si vous voulez, d'intérêt entre les Français qui sont partis à l'étranger et leur pays sera évidemment une préoccupation pour moi. En terminant, pour respecter l'horaire, j'écoute beaucoup vos entrevues. Vous dites toujours « nous ». Or, une élection présidentielle, c'est la rencontre de quelqu'un avec un peuple. Pourquoi vous dites jamais « je » ? C'est vrai, parce que c'est une forme de pudeur, probablement, de ma part, parce que le combat que je mène, je ne le mène pas seul.
Je le mène avec des milliers de militants, d'adhérents, d'électeurs. Ce combat n'est pas facile, vous l'aurez noté, hein, notamment au travers de ce bref séjour. Vous avez pu toucher du doigt ce que c'était que d'être opposé au système et la violence que le système est capable de développer à l'égard de ceux qui ont une pensée entre guillemets originale par rapport au mainstream. Et donc j'aime cette idée de collectif, j'aime l'idée que nous sommes un peuple et que c'est parce que nous sommes un peuple que nous sommes puissants. Nous ne sommes pas une addition d'individualités, nous sommes un tout, nous sommes une nation. Merci beaucoup Marine Le Pen. Merci à vous.